Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. À la une de ce mardi, le journaliste algérien Khaled Drarni va rester derrière les barreaux. La justice l'a condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à un attroupement non armé. L'ONG Reporters sans frontières dénonce une répression absurde, injuste et violente. La CEDEAO espère la mise en place au Mali d'une transition menée par des civils dans les prochains jours. C'est la conclusion d'entretiens menés entre la junte et les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest. Les discussions avaient lieu à Accra, dans la capitale ghanéenne. Et puis la colère de l'opposition ivoirienne après l'annonce des 4 participants à la présidentielle. L'ex-premier ministre Guillaume Soro, dont la candidature a été invalidée, dénonce une décision politiquement motivée. On fera le point avec notre correspondant sur place. Voilà pour les titres, on commence avec l'Algérie et le verdict du procès en appel du journaliste Khaled Drarni. La justice l'a condamné à 2 ans de prison ferme. Il était accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national et d'incitation à un attroupement non armé. Mais pour ses soutiens, il est surtout sanctionné pour sa position critique envers le pouvoir. Axel Simon. Khaled Drarni n'est pas un mouchard, c'est un journaliste. Ont scandé ses partisans devant le tribunal après l'annonce du verdict. Ils espéraient sa libération immédiate. Le journaliste écope de 2 ans de prison ferme. Khaled Drarni a été reconnu coupable d'incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Son avocat annonce qu'il n'en restera pas là. Ce verdict n'a aucun fondement juridique. Derrière ce jugement se cachent des raisons politiques. Nous comptons faire appel à compter de mercredi. Une sentence lourde dénoncée par ses proches et ses partisans, mais aussi par la profession qui dénonce des pressions politiques pour faire taire toute critique. Moi je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer le journalisme en Algérie. En Algérie aujourd'hui, on ne fait que être chargé de communication du régime. C'est juste immoral, non éthique. Et cela n'augure rien de bon pour la suite de l'avenir de l'Algérie. Le journaliste de 40 ans a été arrêté en mars dernier alors qu'il couvrait une manifestation du Hirak, le grand mouvement de contestation pacifique en Algérie. On lui reproche aussi d'avoir critiqué le système algérien sur Facebook et d'avoir relayé un communiqué d'une coalition de partis politiques d'opposition. Des faits qui lui ont valu une condamnation à 3 ans de prison ferme en première instance. À l'acharnement judiciaire se sont ajoutées les dénonciations calomnieuses de la part du président lui-même qualifiant Khaled Drarni de mouchard et par des membres du gouvernement l'accusant notamment de collusion avec des ONG étrangères. Un sit-in est organisé devant le tribunal depuis l'annonce du verdict, en soutien aux journalistes devenus symbole du combat pour la liberté de la presse. Un rassemblement à Alger, mais aussi à Paris. Plusieurs personnes se sont réunies en fin d'après-midi. Une banderole appelant à la libération du journaliste a été déployée sur une des mairies de la capitale. Car Khaled Drarni était le correspondant en Algérie pour la chaîne française TV5 Monde. Il collaborait également avec l'ONG Reporters sans frontières. D'ailleurs, Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, était présent lors de ce rassemblement parisien. Il était aussi un petit peu plus tôt sur notre antenne où il a dénoncé la décision de la justice algérienne. Écoutez-le. C'est un signal d'intimidation, un signal très clair, et la justice algérienne a voulu faire de Khaled Drarni un exemple. Mais en fait, elle en a fait effectivement un symbole. Et un symbole qui aujourd'hui l'est dans une partie du monde, pas seulement en Algérie. Il y a eu une forme d'amplification de la campagne et des réactions institutionnelles. Il y a eu des réactions de l'ONU, de l'Union européenne, d'un certain nombre d'États, de manière publique ou pas. Et puis, il y a une réaction, un écho populaire de plus en plus fort, parce que ça marque une fuite en avant d'un régime autoritaire. Et c'est assez désolant, évidemment, pour les journalistes algériens, mais très au-delà, pour tous les Algériens qui veulent pouvoir manifester, évidemment, mais aussi qui veulent simplement savoir ce qui se passe. Et là, ça devient extrêmement difficile. Il y a vraiment une mainmise de plus en plus forte du régime sur le système médiatique. L'Algérie a perdu 27 places. Elle est désormais 146e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. C'est pire sous le président Tebboune que ça l'était sous le président Bouteflika. On en vient à la transition au Mali. Après le coup d'État du 18 août dernier, le chef de la junte actuellement au pouvoir s'est rendu au Ghana pour en parler avec la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains qui disent espérer la mise en place d'une autorité civile et non militaire dans les prochains jours. Les précisions de Nicolas Germain.
Au Ghana, la CEDEAO et la junte malienne ont trouvé des terrains d'entente. D'après nos informations, le bloc régional accepterait une transition qui durerait 18 mois. Elle souhaite un président et un premier ministre qui soient des civils. Le chef de la junte a dit qu'il souhaitait consulter ses alliés sur ce point. La CEDEAO serait prête à accepter un vice-président militaire. Si la transition est dirigée par un président civil, le bloc ouest-africain a fait une promesse concernant les sanctions. On est très conscient des difficultés que les sanctions de la CEDEAO pèsent pour le peuple malien. Dès que la transition se met en place, les sanctions seront élevées. Ce mardi à Bamako, le mouvement de contestation M5 s'est réuni. Même s'il n'est pas d'accord sur tout avec la junte, il ne souhaite pas une rupture avec les militaires. Le M5 regrette la présence de certains proches de l'ancien président aux côtés des colonels, comme nous l'a dit son représentant Muntaga Tall. Mais l'essentiel pour nous était de mettre en garde toutes ces personnes qui, hier encore, étaient opposées au changement ou demandaient le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions et qui ont rapidement retourné leur veste pour être des conseillers occultes. Le M5 a mené d'immenses manifestations pendant plusieurs mois, puis le 18 août, la junte a fait chuter le président Ibeka qui dirigeait le pays depuis 7 ans. Toujours au sujet du Mali, on a appris ce mardi la mort de l'ancien président Moussa Traoré à l'âge de 83 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé sans toutefois préciser la cause de son décès. Moussa Traoré avait pris le pouvoir en novembre 1968 lors d'un coup d'État. Il y était resté pendant plus de 22 ans. Il avait ensuite, lui aussi, été renversé par un putsch en mars 1991. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a fait un rapide retour en politique à l'occasion de la rentrée parlementaire. Pour la première fois, il a brièvement siégé au Sénat. Il a été accueilli, vous l'entendez, sous les applaudissements, et ce malgré les tensions au sein de la coalition. Les partis au pouvoir sont en désaccord sur plusieurs thèmes. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, l'opposition est en colère après l'annonce des candidatures validées pour la présidentielle de fin octobre. Seulement 4 ont été retenues, notamment celle de l'actuel dirigeant Alassane Ouattara qui se présente à un 3e mandat. En revanche, de nombreux candidats sérieux ont été évincés officiellement parce qu'ils n'avaient pas obtenu suffisamment de parrainage. La correspondance de Thaïs Brook à Abidjan. En tout, ce sont 40 des 44 candidatures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Parmi elles, il y a celle de Laurent Gbagbo, celle de Guillaume Soro, Albert Mabry Touaqueuse, Marcel Montano ou encore Mamadou Koulibaly. Les réactions de l'opposition ne se sont pas fait attendre. L'un des premiers à avoir réagi, c'est Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Il parle de décision inique, politiquement motivée. Pascal Affinguessan, pourtant, lui, sa candidature a été retenue, mais il parle de spirale de l'exclusion. Henri Conan-Bédier, candidat pour le PDCI, a dénoncé ce qu'il a qualifié de candidature anticonstitutionnelle d'Alassane Ouattara. Enfin, Albert Mabry Touaqueuse, qui est le président de l'UDPCI, a été disqualifié parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir les parrainages suffisants. Estime que le processus était biaisé. Hier, ils ont dit tel a atteint 6 régions validées, l'autre a atteint 15 régions, mais nous ne pouvons pas vérifier, il n'y a pas de recours, etc. etc. Et ça, ce n'est pas du tout pertinent. Je crois que ça ne peut pas être accepté. On ne peut pas éliminer des gens sur cette base-là. Après les manifestations du mois d'août contre la décision d'Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat, certains observateurs craignaient qu'il y ait de nouvelles manifestations après la décision du Conseil constitutionnel. Pour l'instant, le calme règne à Abidjan. Il y a eu quelques rassemblements sans qu'il y ait d'affrontements particuliers dans plusieurs localités du pays. D'ailleurs, le gouvernement a décidé de prolonger l'interdiction de manifester sur la voie publique jusqu'au 30 septembre. Et notez que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à ce que l'ancien rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro puisse participer au scrutin, mais peu de chances que la Côte d'Ivoire approuve puisque depuis avril, elle a pris ses distances avec cette juridiction. Un mot de la Tunisie où les élèves ont fait leur rentrée ce mardi après 6 mois d'interruption à cause de la pandémie de Covid-19. Comme dans de nombreux pays, un protocole sanitaire strict a été mis en place. Les classes sont divisées en groupes de 2. En 2 groupes, la distanciation physique est respectée et le port du masque est obligatoire. Depuis la réouverture des frontières fin juin, 67 décès et un petit peu plus de 6004 contaminations ont été enregistrés. Et
Et puis pour terminer, direction l'Afrique du Sud. Pendant le confinement, le gouvernement avait proscrit la vente d'alcool, mais cette interdiction a été levée mi-août. Et ce pour le plus grand bonheur de l'église Rabola, près de Johannesburg, car la consommation de boissons alcoolisées est autorisée pendant la messe. Regardez. L'église de Rabola ne ressemble à aucune autre. Ses fidèles ont le droit de boire de l'alcool pendant la messe. Elle accueille ceux qui ne sont pas les bienvenus dans les églises traditionnelles ou évangélistes en raison de leur consommation d'alcool. Les messes ont lieu dans des bars ou des restaurants. Cette communauté n'est pas reconnue par le Conseil des églises sud-africaines. Ici, les fidèles se sont réjouis lorsque le gouvernement a levé l'interdiction de la vente d'alcool mi-août, une mesure imposée pendant le confinement. D'après les autorités, grâce à cette interdiction, les services d'urgence des hôpitaux ont reçu 5000 patients en moins par semaine. Les membres de cette église affirment que c'est l'un des rares endroits où ils ne se sentent pas rejetés. At Rabola, you get a chance to learn or to grow because you are amongst the people who are not judging you, who are allowing you to be who you are. We have our life and God accepts us the way we are. I think so, and I know so, and I'm sure of it. Les détracteurs de cette église soulignent que l'alcoolisme est un vrai fléau en Afrique du Sud. L'alcool est responsable de 10% des décès dans le pays. Un tiers de la population boit de l'alcool, mais 60% d'entre eux boivent trop, d'après l'OMS. L'Afrique du Sud a aussi l'un des plus hauts taux d'accidents de la route liés à une consommation excessive d'alcool. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité africaine. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'information continue tout de suite sur France 24.